Bienvenue à toi, je voudrais te présenter un nouveau livre de tarot. Oh, mais ça n'est pas un livre de tarot, c'est un livre de cartes. Et qu'on appelle parfois tarot japonais, même si dans sa constitution il n'a pas grand chose à voir avec le tarot tel qu'on le connaît en Europe, mais il a un intérêt tout particulier que je voudrais te présenter aujourd'hui à travers ce livre, Hanafuda, le jeu des fleurs de Véronique Barindo. Voyons ça. Alors, ce petit livre, Le jeu des fleurs, c'est un petit livre que j'aime bien en fait, que j'ai acheté pour accompagner un jeu auquel je jouais déjà depuis pas mal d'années, dans les années, je sais pas, 2014 par là, sur Game Design, je crois, site japonais. Mais il y avait ce jeu Hanafuda, qui est un jeu de société, qui me plaisait bien, et je m'étais dit, ce serait pas mal que, entre amis, en famille, je puisse acheter en fait un jeu. Et j'étais pas très convaincu, enfin bon, de faire la démarche. Et en fait, en 2015, j'ai vu quand même qu'il y avait un éditeur, en plus un éditeur français, qui proposait un jeu, un Afuda, de facture plutôt sympathique. Je te montrerai ça tout à l'heure. Une édition un petit peu maison, parce que c'était un petit peu redessiné, avec des petits codes qui permettaient en fait de retravailler, enfin de comprendre le jeu en fait de façon simple. Je ne sais plus à partir de quel âge c'était, oui, à partir de 8 ans on pouvait y jouer. Donc voilà. Et pour ce jeu, en fait, je trouvais qu'il y avait, voilà, les illustrations étaient un petit peu plus chouettes que l'original. Voilà. Et si bien que ça m'a un petit peu inspiré de voir certaines cartes avec le soleil, la lune, le phénix, la foudre. Des cartes, j'allais dire, un peu comme des arcades majeures, qui étaient importantes, puisqu'en fait, il y a des cartes avec différents types de points, donc différentes importances, etc. Et puis, voilà, des éléments dans la constitution de ce jeu que je vais te présenter, qui, moi, m'ont intéressé, m'ont donné envie de me laisser porter, en fait, de pas forcément être dans le divinatoire, de pas forcément être dans le creusage de la psychologie des profondeurs, etc., mais d'être voilà, dans une attention à soi, et quelque part aussi, derrière le geste de tirer les cartes, il y a aussi une intention. Mais cette intention, c'est une intention voilà, de respiration, un côté un petit peu Japon, un petit peu zen, pour se mettre dans une ambiance. Soit décrire une ambiance, mais presque même pas en fait. C'est plus vraiment être dans une ambiance. Et je te proposerai après, dans une autre vidéo, un tirage journalier que je fais de temps en temps, soit la veille au soir, soit le matin, pour la journée. Et puis je me laisse, voilà, je regarde, et puis après j'en tiens pas forcément compte, et je regarde le soir, voir dans quoi j'ai baigné, dans quelle ambiance je me suis laissé porter, etc. Et du coup, voilà, c'est plus dans cette dimension un petit peu de spiritualité, de philosophie, etc. Et du coup, il fallait que je m'imprègne un petit peu je dirais, une certaine symbolique qu'il pouvait y avoir dans les cartes. Des choses qui m'échappaient. Pourquoi on voyait un bonhomme avec un parapluie regardant un crapaud, sautillant, en voulant attraper un insecte. Bon, je voyais bien la carte, mais après, comme c'est des cartes aussi qui sont assez simples, c'est assez difficile de se projeter. Et puis en fait, comme c'est une autre culture, c'est le Japon, là c'est le jeu des fleurs. Et il y a des fleurs que moi je connaissais pas, le Polonia, je connaissais pas, d'autres, le Lespédès, je connaissais pas, enfin voilà, la Miscante,
Et puis aussi cette culture de comment eux comprennent, par exemple, la symbolique du cerisier. Comment ils vivent ça aussi, eux. Parce que ils ont un rapport à la nature, les Japonais, qui est très forte. Même si justement, c'est très urbain, ils sanctuarisent en fait les lieux de nature. Et du coup, ben, ici, c'est un petit peu ça aussi, ce jeu, il y a presque un côté sanctuaire. Et du coup, de ce petit livre donc de Véronique Brando, ben, on va attaquer quand même les petites réjouissances, le dos du bouquin, le qui c'est qui, et puis avant d'attaquer le corps du bouquin, je vais quand même aller un petit peu sur internet pour te montrer ce que c'est que ce jeu, euh, pour pouvoir te le décrire, te le présenter et te faire à peu près voilà, quelque chose d'à peu près clair. Ouais. On va essayer. Alors, il existe au Japon un jeu de cartes très populaire, né au XVIe siècle, appelé Hanafuda. Un jeu où il n'y a ni roi ni reine, mais des iris, des cerisiers et des saules. Et aussi des poèmes et des légendes, comme un herbier merveilleux, de fleurs et de plantes, révélant tout un réseau de paysages et de références littéraires. Un jeu si unanimement apprécié des Japonais qu'une petite société se constitua tout exprès pour le développer. Et cela se passait en 1889, et ce fut le premier jeu de la maison Nintendo. Voilà, après, dans le dos est précisé que voici l'occasion de le découvrir et d'y jouer très vite avec plaisir, car un jeu de cartes se trouve en fin de livre et les règles en sont très simples. Et c'est vrai qu'à la fin de l'explication on va dire, de presque chaque carte, l'explication de séries de cartes, en fait, plus précisément. Il y a les règles du jeu, parce qu'il y a différentes variations de jeux possibles. Et moi, celui à laquelle je jouais, c'était celui que je jouais sur Internet, c'était Hanafuda Koi Koi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je me suis dit, quand même, ce serait pas mal d'aller voir qui c'est qui Véronique Brando. Parce qu'en fait, très honnêtement, j'ai vraiment apprécié son écriture. Elle emploie des mots qui sont vraiment très justes et vraiment d'une poésie extraordinaire. Donc du coup, j'ai trouvé sur internet une photo et je la trouve rayonnante. Il y a un côté français-japonais en même temps sur l'expression de son visage que j'aime bien. Et donc, je vais quand même faire un rapide. Du coup, pour savoir un petit peu qui c'était, je suis allé chez l'éditeur du bouquin, chez les éditions Piquier, qui donc est un éditeur de littérature d'Asie en particulier. Et voilà ce que en dit l'éditeur. Donc Véronique Brando enseigne l'histoire de la musique japonaise à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, où elle a été formée. Elle est l'auteur de Louange des mousses en 1994, l'Hanafuda, le jeu des fleurs, un jeu très populaire au japonais, en 1994 aussi. J'écris des haïkus, elle a fait aussi des traductions de nouvelles d'écrivains japonais. Et donc ça décrit un petit peu le personnage. Donc c'est une enseignante et de musique japonaise. Ouais. Et si je vais en fait sur... alors oui, la petite photo que j'avais quand même, pour la petite anecdote, je l'ai pris en fait sur le site, je te mettrai ça en description, le journal du Japon, toutattaché.com, parce qu'il y a une petite interview, et c'est toujours agréable d'essayer de comprendre un petit peu plus le parcours d'un auteur, qu'est-ce qui fait que elle a été amenée à ça, quoi. Si je puis dire, son intérêt, son goût pour le Japon, et puis elle y va tous les ans, etc. Qu'est-ce qu'elle apprend, comment elle vit ça aussi au quotidien, etc. Donc c'est intéressant de s'imprégner aussi de ça, je dirais, de s'imprégner de l'auteur pour peut-être mieux comprendre aussi son propos dans un livre. Et du coup, le propos, ici, c'est l'Hanafuda. Et
En allant en fait sur un site qu'il n'y avait pas, moi quand j'ai découvert le jeu, anafuda.fr, j'aurais bien aimé l'avoir à l'époque, qui présente en fait le jeu de cartes. Et donc là du coup ça me permet visuellement de te montrer ça de façon posée, tranquille, et de te décrire tout ça. Donc tu peux voir que c'est l'Anafuda, c'est un jeu qui comporte 48 cartes réparties en 12 familles, des familles florales, puisque c'est un jeu de cartes, le jeu des fleurs. Donc 12 familles florales de 4 cartes. Chaque famille représente un mois du calendrier japonais, mais qui peut aussi bien correspondre au calendrier grégorien, c'est-à-dire le nôtre, de janvier à décembre. Et chaque carte appartient à une catégorie avec une valeur de points définie. Il y a des cartes dites lumière de 20 points, des cartes tannées ou genre de 10 points. Donc les cartes lumière, c'est ce que je disais, en fait, c'est un petit peu les arcanes majeures du jeu. C'est celles qui rapportent le plus de points, qui sont rares, puisqu'il n'y en a que 5 sur 48. Les cartes tannées, en fait, là, c'est ce qui se fait référence à la nature. Alors, c'est des cartes qui peuvent représenter des animaux, des oiseaux, des lieux. Et après, donc ils valent 10 points. Et ensuite, il y a les tanzaku, qui sont des bandes de papier, sont des rubans poèmes parfois, voilà, et qui valent 5 points. Donc il y en a 10. Et puis il reste la moitié du jeu, en fait, de cartes simples ou de cartes. Ce sont en fait la représentation des fleurs elles-mêmes. Et donc là, ce qui est sympa, c'est cette répartition-là. Si je mets en avant le mois de janvier, donc c'est le pain, c'est le mois du pain, on a la représentation, voilà, de la carte lumière, la grue, le ruban poème, et puis les 2 cartes simples. Et donc à chaque mois, on a un arbre ou les fleurs d'un arbre. Ici le prunier, avec le rossignol, le ruban poème et les 2 points, les 2 cartes simples. Après on a le rideau qui est une carte lumière aussi, le ruban poème, le cerisier. Donc janvier le pin, février prunier, mars cerisier, avril glycine. Et tout ça déjà tu peux sentir avec la glycine par exemple une certaine ambiance. À quoi les fleurs de cerisier peuvent te faire repenser quand on voit les photos de cerisier japonais. Voilà, ça met une ambiance aussi. Ensuite, le mois de mai, c'est l'iris d'eau. Donc il y a aussi un élément intéressant par rapport à l'eau. La pivoine, au mois de juin, la couleur déjà. L'espédès au mois de juillet. La muscante au mois d'août. En septembre, le chrysanthème, avec une coupe de saké, qui est une carte importante aussi. En octobre, c'est l'érable. En novembre, le saule. Et en décembre, Paulownia. Et ici, le petit clin d'œil en fait que je peux faire tout de suite, c'est il y a une carte que j'essaie de montrer, là, la deuxième. En fait, souvent il y a 2 cartes simples par quatuor, je veux dire. Et ici, on pense qu'il y en a 3, mais il y en a une qui est un petit peu spéciale. Et si tu veux, elle représente souvent, c'est la carte où l'éditeur a marqué son nom. Et moi, ça me fait penser souvent, en fait, aux 2 de coupe, aux 2 de... Je sentais que j'allais me planter. aux 2 de denier du tarot de Marseille. Où souvent, tu as l'éditeur qui, dans ce ruban, alors parfois certains parlent de ce ruban en forme de S qui enroule les 2 deniers, un ruban d'Isis en fait, et où l'éditeur met son nom et souvent la date. Donc ça c'est un petit clin d'œil de voir que voilà, au Japon ils font aussi pareil. Et donc du coup, pour ce jeu, cette constitution du jeu, moi je pense que je vais probablement essayer de décrire justement, étape par étape,
le corps du livre, en fait. Après, le corps du livre en lui-même, je pourrais te montrer comment il est, hein, mais c'est tout simple, c'est juste du texte, donc il n'y a pas d'illustration en soi. Il est aéré, il est bien écrit. Il y a quelques... C'est fourni de pas mal c'est vrai, de citations et de, de haïkus, hein, des poèmes japonais. Et, euh, et donc ça fourmille de références littéraires, mais ça se conçoit bien parce que c'est aussi, ce que je vais te dire, un bouquin qui a beaucoup de références littéraires du Japon ancien. Voilà. Et donc, du coup, dans l'introduction du bouquin, de toute façon, on regardera chaque mois, un par un. D'abord, il y a une introduction, il y a les 12 mois qui sont présentés, il y a des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est pas le propos ici, mais en tout cas, on va déjà voir dans l'introduction, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tout de suite, Véronique, elle met en avant que ce jeu de cartes, qui est très populaire, qui, voilà, aussi paie pas de mine parce que c'est que des fleurs, et ben, est en lien étroit avec des poèmes, avec des contes et des rites du Japon ancien. Et elle reprend référence en fait d'un recueil de poèmes qui s'appelle le Maniyoshu, qui est un recueil des 10 000 fleurs, des 10 000 feuilles, du 8e siècle, ouais, quand même. Et elle se dit voilà, que c'est pas mal de voir que dans ce jeu, on n'est pas trop pris au dépourvu, on reconnaît qu'il y a des iris, des glycines, des pins, des fleurs de cerisier ou de prunier. Il y a le saule aussi qu'on connaît. Mais ce qu'on connaît moins, justement, c'est ce que je disais, c'était la miscante, le lespédès. Voilà. Après, de comprendre qu'au Japon, la culture des fleurs, c'est très important. Il y a des fleurs partout. Véronique dit qu'il y a des fleurs partout, des fleurs naturelles, mais aussi des fleurs artificielles, mais c'est fleuri quand même. Et donc, dans sa présentation, elle dit ceci. Ainsi, du jeu de Hanafuda, le plus populaire, le moins élitiste qui soit, qui restitue dans ses 48 petites cartes tout un univers de légendes, de rites et de poèmes du Japon ancien. Le jeu des fleurs consiste en effet à créer des combinaisons entre 12 séries de 4 cartes correspondant aux 12 mois de l'année, symbolisées par une fleur ou un arbre et associées à des animaux ou différents éléments évocateurs de la saison. Février est ainsi représenté par des fleurs de prunier et un rossignol annonciateur du printemps. Mars par ses cerisiers en fleurs et des rideaux tendus entre les arbres qui permettaient jadis d'en contempler les délicats pétales à l'abri des regards. Un coucou chante dans les glycines du mois d'avril, comme dans un célèbre poème. Donc ça, c'était la petite présentation que je voulais te lire. Et puis il y a aussi, ça j'ai bien aimé quand elle a présenté la première fois. Ouais, elle est tombée sur le jeu. Voilà, je te raconterai ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, rien n'est inscrit. Pourtant, sur ces miniatures imagées, de rameaux fleuris, de sangliers somnolents dans les buissons, de cerfs levant la tête dans un ciel d'érable, si ce n'est quelques caractères sur une bande de papier, comme celle que l'on suspendait autrefois aux fleurs, dans les arbres pour célébrer, par des vœux ou des poèmes, la floraison et les couleurs. Donc il y a toute une célébration autour de la nature aussi, voilà, qui est important, qui est évoqué ici. Et donc dans cette première rencontre que Véronique a faite, en jouant avec des amis, elle a tiré une carte et puis on la verra. C'est le pont, je l'appelle comme ça, de l'iris d'eau, qui en fait, elle, dans sa culture, elle savait que ça faisait référence à un conte du Xe siècle. Donc elle a senti que ce jeu, c'était quand même pas n'importe quoi. Et donc j'aime bien cette anecdote de première rencontre et qui
intéressante aussi en soi. Et elle nous dit, ce qui est bien dans l'introduction, un petit peu l'origine des cartes au Japon. Étrange phénomène que ce jeu Hanafuda, dont les origines remontent au XVIe siècle, à l'époque où les Portugais introduisent au Japon les premiers jeux de cartes. Le mot cartura, qu'est-ce que je dis Karuta, qui les désigne, vient d'ailleurs de la langue portugaise. Voilà, la petite origine des cartes, en fait, c'est pas, j'allais dire, endémique au Japon. Et ce que j'aime bien, oui, c'est le côté populaire aussi qu'elle signale, c'est de dire que c'est un jeu qui est populaire, qui ne demande aucune connaissance particulière, qui est édité en série, et que l'Hanafuda est pratiqué à tout âge et dans toutes les catégories sociales. Et dans toutes les catégories sociales, et puis l'anecdote de dire aussi à la fin de son introduction que y a aussi des gens qui utilisent beaucoup ce jeu, ce sont les Yakuza, les chefs mafieux japonais. Les Yakuza qui jouent à l'Hanafuda aussi. Et elle reprend la fameuse anecdote qui était dans le dos de couverture aussi, cette fameuse création de la maison Nintendo, spécifiquement pour l'édition de ce jeu de cartes en 1889. Donc ça, c'était savoureux pour faire une bonne petite introduction. Et de terminer d'ailleurs sur une certaine portée poétique en fait dans son introduction. Jouer au Hanafuda, c'est en faire affleurer le souvenir, c'est-à-dire le souvenir de ce Japon ancien, des lettrés, de tous ces poèmes qui datent depuis plusieurs siècles. Et donc de jouer au Hanafuda, c'est en faire affleurer le souvenir, en ouvrant l'herbe merveilleux des contes et des poèmes du Japon classique. Quiconque y joue restitue l'alliance ancienne entre les textes et les paysages, et retrouve sous les images le chemin des fleurs et des arbres. Et ça aussi, c'est pas mal parce que c'est l'idée de peut-être se reconnecter aussi un petit peu à la nature. Il y a cette dimension-là, moi, que je trouve de simplicité, de naturel, de fraîcheur. En fait, je tire Hanafuda comme si j'allais au jardin. Voilà, comme si j'allais dans le jardin. Et donc, à chaque mois, on est dans une ambiance un petit peu, japonaise, japonisante, qui est bien spécifique aussi à chaque mois du Japon. Et donc ici, pour le mois de janvier, on va attaquer du coup avec pourquoi la grue, qu'est-ce que c'est que ce ruban poème, enfin, etc. Alors déjà, le pain, ce qu'elle précise, c'est de dire que c'est un symbole de longévité. Voilà, par les branches vertes, les feuilles, etc. C'est aussi un symbole de bonheur, d'immortalité, d'éternité. Il y a une analogie quelque part avec le gui que l'on ramasse en fin d'année, début d'année. Il y a un côté un petit peu rituel par rapport à tout ça. Et la carte maîtresse, parce que Véronique ne dit pas carte lumière, mais elle parle de carte maîtresse. Mais ça revient à la même chose. Concernant la grue, ici, on a la même symbolique, cette symbolique de longévité. C'est la monture des immortels, la grue au Japon. Il y a aussi l'idée que la grue amène les âmes au mont Horai, qui est en fait l'île paradis qui est plantée de pins. Et je ferai peut-être la petite analogie avec Avalon, l'île au pommier. Aval, c'est pomme en breton. Dès que je peux glisser des choses concernant mon pays, ça y est, c'est fait. Et donc oui, il y a un petit parallèle intéressant sur cette île de paradis plantée de pins.
Et la grue, c'est aussi, c'est un symbole en fait au Japon. C'est un symbole ailé qu'on voit souvent dans les paravents, sur les kimonos, et qui est une forme aussi par excellence dans l'art de l'origami. Hein, tu sais, les petits pliages. Et c'est même l'emblème de certaines lignes aériennes japonaises. Donc c'est pour te dire l'importance ici de la grue pour le Japon, pour le japonais. Alors après, autrement, c'est aussi... le pain est à prendre aussi dans une certaine forme qui est respectable parce que c'est un blason de samouraï. Et souvent représenté aussi dans le théâtre No. Le théâtre No, qui est un théâtre du Japon, moi qui m'échappe un petit peu, mais qui est très particulier, très codifié. Et le pain, justement, il se prête bien à être une image vénérable, voilà, du théâtre No. Aussi, ce qu'il y a dans la symbolique du pain, ce que Véronique fait ressortir assez bien, et ce qui est assez porteur aussi dans l'interprétation, la symbolique de l'ambiance dans laquelle on peut être, c'est elle parlait d'arbre le plus musical du règne végétal. Et c'est pas mal. Elle reprend aussi un poète japonais qui parle de la rumeur du vent dans les pins. Comme si, quelque part, le vent nous parlait à travers les pins. Il y a des choses qui sont sympas par rapport à ça. Ouais, je pourrais lire juste un petit passage, en fait, concernant les pins. La rumeur du vent dans ses branches demeure, dissous dans l'incertitude et la brume, la frontière entre le temps présent et celui des regrets. Donc elle présente tout ça, voilà, aussi un vent en fait qui nous ramène au présent quelque part aussi, et qui nous fait, voilà, nous évader un petit peu. Donc c'est te donner un petit peu voilà, une première ambiance pour ce qui est du mois de janvier, somme toute. Voilà. Et pour le mois de février, le prunier, c'est aussi un peu particulier parce que le prunier, c'est un nouveau venu au Japon en fait. Il est arrivé vers le 8e siècle de Chine. Et tout de suite, il a botté les poètes japonais. Ils y ont vu un certain attrait, un souffle de raffinement. Et par opposition, à la fleur qu'on verra après, au mois de mars, c'est celui du cerisier, le cerisier sauvage. Et ça aussi, dans la symbolique, il y a ce côté-là qui est sympa, le côté raffinement du prunier, le prunier, l'arbre des poètes, etc. Alors que le cerisier, c'est un cerisier sauvage, c'est l'arbre du peuple. Et il y a toute une symbolique aussi autour de ça. Donc il y a des associations au final que tu peux faire sur les arbres entre eux. Le rapport du cerisier au moment de l'année, au mois de mars, et le rapport qu'on peut avoir aussi avec l'érable au mois d'octobre. Les rites qui s'enchaînent au Japon à ce moment-là, à cette époque-là, par rapport à ces arbres-là, sont intéressants aussi. Alors, donc, bah oui, symbole de raffinement, le prunier, voilà. Et puis aussi, bon, c'est associé à la période, l'hiver. Donc ici, c'est associé à la neige et aussi à l'aube naissante. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a des choses propres au Japon. Par exemple, les calligraphes utiliser le parfum des fleurs de prunier pour enlever en fait l'odeur qui était nauséabonde de certains produits qui étaient utilisés pour l'encre. Et donc du coup c'était voilà de faire ressortir ce parfum dans l'encre des calligraphes. Donc c'est vraiment l'emblème des lettrés, le prunier. Et autrement, elle prend des petits exemples de vie de certains poètes. Et elle évoque ici, en fait, la représentation qu'on peut voir ici sur les cartes, donc le rossignol, comme tanné, carte tannée de 10 points.
Parce qu'en fait, le rossignol, c'est l'annonce du printemps proche. Et voilà, c'est ça. Et bon, pour terminer ce mois, en fait, je vais te lire juste un haïku, tout simple. Dans le prunier blanc, la nuit déjà s'est muée, en lueur de l'aube. Donc il y a cette ambiance littéraire, ce côté un petit peu annonciateur, le côté aube du prunier du mois de février. Alors, le mois de mars, avec le cerisier, où là on tombe sur une carte lumière, le rideau, que j'ai déjà plus ou moins évoqué en fait dans l'introduction, ce rideau que l'on mettait entre deux arbres ou pour pouvoir être tranquille en fait, papoter tranquillement et admirer évidemment les fleurs de cerisier. Donc cette idée de rideau est là. Et puis également cette idée de Tanzaku, c'est ce ruban poème, ces petits rubans que l'on mettait sur les arbres aussi. Et donc le cerisier, oui, là on est sur du lourd, on est quand même... si on devait représenter le Japon par une fleur, ce serait sans doute le cerisier. C'est un petit peu la fleur de tous les Japonais. Elle est très populaire, voilà, il y a un côté sauvage. Et c'est pleinement l'image du printemps. Voilà. Il y a d'ailleurs sur ce ruban poème l'idée justement de... Je ne sais plus si ça se traduit comme ça, d'aller contempler les fleurs. C'est en fait ce qui est plus ou moins dit en substance. Autant en janvier, il y avait un ruban poème. En février, il y avait aussi un ruban poème, ce qui n'est pas le cas de tous les mois. Mais les 2 premiers mois, c'était des poèmes qui étaient en fait un texte qui était identique en janvier et février et qui était un rapport. Il y avait un rapport avec la bonne fortune. Donc ça aussi, ça peut être bien quand on se projette sur une utilisation en tant que jeu de cartes, je dirais projectif, psychologique, etc. Ce que je pourrais te faire après, ultérieurement, une prochaine fois. Et donc ouais, c'est un arbre important, le cerisier. Et il y a ce qu'on appelle l'avancée du front du cerisier, du sud au nord, en fait, le fleurissement des cerisiers. Comme il y aura en fait également un rapport avec le changement de couleur de l'érable, du nord au sud, au mois d'octobre. Et donc il y a toute une ambiance autour de ça, et il y a toute une fête qui s'appelle fête de Hanami, avec une apogée, le Mankai, à Tokyo au début avril. Et donc il y a toute cette avancée du front de floraison des cerisiers du sud au nord. Alors c'est fraternel, c'est fédérateur, c'est joyeux. Voilà. On retrouve même d'ailleurs de parfums de cerisier dans les gâteaux, dans les os de cerisier pour les mariés, par exemple. Voilà. Ça évoque aussi une certaine idée de méditation sur la vanité du monde, en fait, puisque le fleurissement est très court, très rapide, et que la chute évoque aussi il y a une certaine contemplation par rapport à la chute des fleurs. Et ça en est même devenu en fait une éthique des samouraïs, une éthique de détachement du monde. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc le rideau, comme je l'ai dit, la carte maîtresse qui évoque aussi le fait de vouloir être, d'avoir des conversations un petit peu tranquilles, protégées des regards. Donc ça, c'est pas mal. Alors j'avais noté un petit passage à te lire d'ailleurs. Si le prunier est la fleur des érudits, le chrysanthème et le paulownia les fleurs des empereurs et des princes, la fleur de cerisier est bien celle de chaque japonais. Mais ça, c'est ce qui me semble le plus important, voilà, de voir alors l'idée de se détacher aussi quelque part du monde, l'idée de se débarrasser d'une certaine vanité, d'un certain égoïsme
de voir que c'est aussi l'emblème de l'éphémère, de la jeunesse fauchée quelque part. C'était aussi l'emblème des kamikazes. Donc il y a tout ce rapport-là. Et il y en a même en fait qui justement trouvaient que certains poètes avaient besoin justement de se détacher du monde, euh, en plus de la symbolique des fleurs, parce qu'ils trouvaient que c'était il y avait trop de rituels sur justement cette fête de Hanami, trop de célébrations, trop de monde, et que voilà que elle terminait en fait en disant que l'esprit des fleurs appartient au vent. C'est une façon de terminer aussi cette période, ce mois de mars avec le cerisier, où au final, voilà, de toute façon, l'esprit des fleurs appartiennent au vent, une fois que les pétales sont tombés. Et il y a beaucoup de poésies voilà, qui sont porteuses, qui mettent de l'élan, et qui laissent facilement envie voilà, de partir, et qui laissent méditer. Alors en avril, on est sur la glycine. Alors la glycine, c'est aussi sympa. On connaît un peu la glycine. Volubile et mauve, la glycine est une vague. En elle s'annonce l'été, dont le chant du coucou prolonge l'appel. Donc déjà, ça annonce le truc. Hein, la première carte du quatuor, c'est le coucou. La carte tannée, carte naturelle, etc. Et un tazaku, voilà, rouge, qui est tout simple. Lui, c'est juste un ruban, c'est pas un ruban poème. C'est la petite particularité, hein, voilà. Et bon, je veux dire, c'est un ruban simple. Voilà. Et ce qui caractérise vraiment cette ambiance-là, c'est ça, tout est dit. Hein, l'idée d'archétype de l'été à son commencement, hein, c'est pas mal. L'été à son commencement, avec le chant du coucou, voilà, où on est sur le début de l'annonce de l'été. Mais on n'est pas encore en été. Donc c'est une invitation au chant, voilà, quelque part. Et puis cette idée de vague aussi, qui est là. Il y a c'est le goût de l'envol et l'art de la dispersion. Il y a comme un certain suspense aussi qui est là, qui peut être prolongé par un certain regret parfois. Voilà, ces ondulations de la glycine qui rend ça aussi, qui est un petit peu particulier. Et après, c'est l'occasion. Alors là, je vais pas faire dans l'extension non plus trop longue, mais somme toute ici, même si on est qu'au mois d'avril et que j'ai dépassé les 30 minutes, c'est par exemple l'occasion de te dire que le chant du coucou, en fait, c'est un chant qui peut se faire à la nuit tombée ou tôt à l'aube. Et donc c'est pas en plein jour. Et ici, c'est important d'avoir ce rapport aussi avec des couleurs crépusculaires, en fait, comme le signale Véronique. Et moi, ça me semble intéressant parce que dans le jeu Hanafuda classique, ça ressort pas beaucoup. Même moi, dans l'édition que j'ai, non plus. Mais ça m'a poussé justement à creuser un petit peu tout ça. Et il y a une artiste, Diane Georges, qui a su rajouter ça aussi sous la forme de tableau. Et je te présenterai ça parce que c'est pas anodin. J'ai acheté son jeu il y a un mois. Voilà. Alors que le jeu d'Hanafuda, je l'ai depuis 2015. Voilà. Et voilà. Heureux hasard d'être tombé dessus et de pouvoir m'inspirer de tout ça. Parce que ce que tu peux remarquer dans ces cartes, en fait, tu as l'impression que dans la représentation, c'est comme si tu avais pris une photo et que tu tronquais la photo en ne gardant que l'essentiel. Par exemple, pour la grue du mois de janvier, tu es sur une ambiance, tu as ce beau soleil qui est là, et puis en fait, il est coupé. Tu as pris une photo, tu avais un beau paysage, tout, un oiseau aussi, et tu as en fait découpé la photo, tu n'as gardé que la grue. Et idem pour les trois autres, en fait, tout c'est pareil, tu gardes des morceaux de photos. Parfois, tu as l'impression finalement d'avoir tronqué un petit peu trop et tu perds
tu sens que les branches d'un arbre se prolongent au-delà de la carte, etc. Et donc ça met une ambiance un petit peu particulière. Et cette auteure, Diane George, elle a fait quelque chose de très sympa. C'est qu'en fait, elle a fait des tableaux entiers qu'elle a ensuite découpés en 4. Et là, c'est savoureux, c'est vraiment agréable. Alors du coup, il y a en petit, mais j'espère que ça va peut-être pas ressortir vraiment. Mais en bas à gauche, enfin là je l'ai mis en haut à gauche, il y a la représentation justement crépusculaire de cette histoire de la glycine et de ce coucou qui chante en fait plutôt à la tombée de la nuit. Et la représentation elle est superbe parce que là on voit très bien le croissant de lune et le coucou qui chante. Et si tu prends l'image, que tu la coupes en 4, bah, tu auras à gauche une partie simple, tu retrouveras le ruban ensuite, encore une partie simple et ce coucou. Euh, il y a évidemment d'autres éléments. Ici, je ne les ai pas encore présentés, mais en petit, à gauche, en haut ici, on a aussi la grue. Bon, après, on a effectivement juste en dessous le prunier, et en dessous encore le cerisier. Et tu peux retrouver un petit peu ces choses-là, le ruban des cerisiers, etc. Le rideau, je veux dire. Et cette grue, en fait, aussi du mois de janvier, qui est sympa parce que là, avec le dessin, on retrouve bien le soleil. Et la grue avec son dessin, avec cette petite crête rouge, en fait, c'est très joli. Puis l'arbre en entier. Alors du coup, ce qui fait que quand toi, tu as par exemple les 4 cartes du mois, ça aussi c'est un code dans le jeu de société, ça rapporte des points. Et ben, d'avoir les cartes ensemble, côte à côte, et ben, tu retrouves ce tableau. Et donc là, d'avoir les 4 ensemble, tu retrouves cette unité. Et tu comprends mieux pourquoi les cartes te semblent tronquées et qu'au final ça forme un tout. Et ça, je trouve aussi que c'est très beau, il y a une poésie, il y a quelque chose qui est porteur et que j'aime beaucoup. Et ensuite, de ce jeu de Diane George, moi ce que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est par exemple pour la glycine, cette histoire de crépuscule, ça te situe aussi ça dans une ambiance de la journée. Et donc de son jeu, en fait, ce que moi j'avais commencé un petit peu à faire avec ma version française, c'était d'observer les nuages, les ondulations qu'il pouvait y avoir au niveau des cartes, pour mettre une certaine météo aussi. Alors je fais voilà une extension de la météo naturelle qu'on en a, et puis aussi qui peut être aussi de la météo de la journée, de comment ça peut se passer. Là, je peux te présenter. Sur la droite, au milieu, il y a par exemple un orage, il y a du vent, il y a ce personnage avec son parapluie ou parasol, enfin c'est un parapluie en fait, mais qu'il a du mal à ouvrir. Il y a des ambiances de fin de journée, ou de soleil couchant aussi, des ambiances nocturnes, voilà, avec une pleine lune. Et tout ça, je trouve qu'elle a très bien retranscrit cette ambiance-là qui moi, m'était venue justement du fait de voir que les cartes d'Anafuda me semblaient un petit peu tronquées et qu'il y avait un ailleurs. Voilà, la vérité est ailleurs. Mais il y avait quelque chose en plus qui m'appelait à autre chose. Et c'est toujours intéressant, ça, évidemment, hein, de retrouver ça un petit peu chez le battleur aussi. Pourquoi il regarde sur la gauche? Qu'est-ce qu'il y a? C'est normalement en principe la première carte, et il regarde sur la gauche, donc le passé, donc il y a quelque chose avant lui. C'est intéressant. Alors certains me diront qu'il y a le mat, voilà, par exemple, mais pas forcément. Notamment pour le tarot de Marseille. De voir aussi le 4e pied de la table du battleur qui n'apparaît pas. On a l'impression que l'image du battleur du coup est peut-être tronquée. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça nous porte à voir qu'il y a autre chose au-delà de l'image. C'est pas mal. Il y a aussi le mat aussi dans sa symbolique qui nous porte ailleurs.
Donc voilà, ces cartes tronquées, pour moi, je trouvais que c'était important de pouvoir t'évoquer ça ici, même si j'ai fait un petit peu long, je trouvais que c'était important de pouvoir l'évoquer quand même. Alors je vais accélérer un petit peu du coup pour les autres mois, même si il me semble aussi tout aussi important dans, dans leur ambiance, l'importance aussi, par exemple, là, du mois de mai de l'iris, parce que on est dans cette fameuse carte dont je parlais, qui a été la première carte qu'a trouvée en fait Véronique en jouant, et qui faisait référence à un conte du Xe siècle. Après, il y a des jeux de mots aussi qui sont intéressants. Il y a cette ambiance du coup de l'élément eau, donc l'humidité, la fraîcheur, la rosée, l'élégance, une certaine sérénité, un certain raffinement, etc. Et l'iris aussi, qu'on retrouve un petit peu partout, dans les marais, les étangs, aussi dans les jardins. On parle du compagnon des voyageurs. On le retrouve un peu partout et euh, poétiquement, en fait, il y a certains poètes qu'on appelle poètes aux sandales d'iris, justement, dans cette ambiance un petit peu aquatique, particulière. Ça peut aller assez loin parce que ça peut être aussi la symbolique des racines d'iris qui sont longues et qui peuvent évoquer la profondeur des sentiments. Il y a aussi ça qui peut ressortir. Il y a plein de choses aussi en référence avec le théâtre. Voilà, la floraison des iris qui se font en pleine saison des pluies, qui sont aussi quelque part l'annonce de l'été et du repiquage du riz, voilà, pour entrer dans le détail de l'affaire. Alors, si on passe après au mois de juin, avec la pivoine, on a les papillons. Deux papillons. On a aussi, j'aime bien quand même là, de temps en temps, d'avoir cette représentation aussi de petits nuages au-dessus. Voilà. D'avoir plus aussi chez les rubans des petits points en fait qui apparaissent, qui s'égrènent un petit peu partout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a même une carte ruban qui, elle, voilà, dans le saule, sur les rubans, il n'y a pas ces petits points. Enfin bon, et tout ça, c'est des petites symboliques parfois sur lesquelles on peut se titiller, qui peuvent être porteuses de sens pour soi à un moment donné. Voilà. Et donc ici, avec la pivoine, la pivoine, c'est l'expression du sentiment amoureux. C'est un signe de bonheur, de prospérité. C'est la plus chinoise des fleurs du Japon. Voilà. La symbolique n'est pas tout à fait la même que celle en Chine, mais il y a cette symbolique quand même de prospérité qu'on retrouve. Il y a aussi une référence aussi à un duo lion-pivoine, en fait, qu'on retrouve souvent comme archétype des tatouages japonais. Voilà, en particulier dans la région d'Osaka. Voilà, il y a un rapport aussi à la danse, hein, bah, du fait du vol des papillons, notamment. Et voilà. Et du coup, les papillons ici, qui est un symbole de l'été, viennent en fait remplacer le lion, qui était plutôt un symbole chinois. Et donc les papillons et la pivoine, qui sont un symbole d'été. Voilà. Et un rapport au silence aussi, avec le vol des papillons qui se fait sans bruit. Et de parler de vacillation joyeuse et enfantine. Vacillation, ce qui vacille, voilà. Et ça, c'est un exemple justement de mots que je trouve que Véronique a employé, qui est magnifique, qui est superbe. Et elle égrène évidemment de mots magnifiques et qui ont vraiment le sens porteur. Vacillation joyeuse et enfantine, pour parler des papillons, c'est sublime. Donc il y a d'autres petites choses aussi comme ça autour de la symbolique de l'été. Voilà. Alors si je passe au mois de juillet avec ce fameux Lespédès qu'on connaît moins, il y a ce sanglier qui est là. Et au mois de juillet, en fait, cette symbolique du sanglier ici, elle est sympa. Je dirais pas tant sur le sanglier en lui-même, puisque le sanglier celtique, moi qui me tient à cœur, il y a une symbolique spirituelle forte associée aux druides, qui a été après dévoyée par la culture judéo-chrétienne, qui en a fait un sale type. Et
En fait, le sanglier ici, c'est plus la scène en elle-même, où en fait le sanglier, là, il est tranquille, il est plutôt somnolent, ça met une ambiance un petit peu, estivale, comme si on était en train de faire la sieste. Voilà, il est tranquille. Il n'est pas du tout justement à l'image de ce que l'on met du sanglier qui est diabolique, c'est la violence même, etc., l'impétuosité, vue, sous l'aune des religions chrétiennes. Et donc ici, c'est en fait ce qu'elle dit, c'est qu'elle parle d'un arbre qui n'a rien pour lui, et pourtant qui est un des plus célébrés en fait dans les poèmes. Donc ça c'est pas mal. Et je vais te lire tout ça. À qui passe en hâte sur les chemins, le buisson du Lespédès paraît sans qualité. Il n'a pour se distinguer ni le rouge intense des érables, ni l'éclat lunaire des miscantes, rien de l'ineffable odeur des glycines, de l'éphémère des cerisiers, de l'éternité des pins, et n'accompagne sa rencontre. Aucun symbole impérial ne s'attache à ses branches ténues, ses pétales minuscules d'un violine pâle qui se marque à peine. Sa forme est vague, ses feuilles sans attrait. Il est sans parfum. Et pourtant, il est le plus célébré dans les poèmes. Donc j'aime beaucoup, il y a ce côté quelque part un petit peu caché, un petit peu mystérieux, un peu insoupçonnable. C'est un petit peu ce à quoi ça m'évoque ici. Et donc, ouais, voilà, c'est que seul le temps le révèle, au hasard du vent. Voilà, c'est vraiment le temps d'un regard, presque de l'invisible du temps. Voilà, on lui attache un rapport particulier aussi avec la rosée, les larmes au vent d'automne. J'aime bien ce terme aussi. Donc il y a un côté un petit peu comme un chant. C'est particulier. Il s'est très attaché à la province de Miyagi, au Japon. Voilà, il y a un rapport particulier. Et cette floraison en fait du Lespédès annonçait la fin de l'été en fait dans les temps anciens. Et c'était l'histoire du sanglier d'automne. Enfin, c'était vous disiez l'automne, mais en fait c'est fin d'été où il somnole paisiblement. Et contrairement à l'hiver où il s'introduit dans les villages. Donc rapport particulier du sanglier au Japon, en particulier en juillet. Donc il y a l'idée de basculement, de dynamique, une certaine trace chorégraphiée des mouvements de branches selon la rosée et la brise. Il y a un élan, un départ, un arrachement mêlé de quiétude. Un arrachement mêlé de quiétude. J'aime beaucoup. C'est vraiment très agréable. Et j'avais noté peut-être aussi quelque chose. Oui, telle une rivière peu profonde dont on verrait le lit de sable fin. Cette idée de légèreté d'eau limpide, et qu'on verrait le sable fin. C'est très sympa. Et donc il y a toute une symbolique aussi derrière qui peut se laisser porter, un petit peu de discrétion, de mystère, et puis de choses que l'on perçoit en fait au gré de quelque chose, une manifestation qui se fait en fait, si c'est la rosée, la brise, tiens on découvre qu'il y a quelque chose derrière. Donc ça c'est pas mal aussi dans la symbolique, dans la projection. Ensuite, avec le mois d'août, on est sur la miscante, et avec cette magnifique pleine lune qui apparaît, et puis ces oies sauvages, ces oies migrateurs, et là aussi il y a toute une symbolique. Donc là on est au mois d'août, et ici on est dans la part lunaire et d'argent de l'automne. Voilà, ça correspond à une période où on est déjà un petit peu dans l'automne en fait. Ici, ça correspond pas tout à fait évidemment au mois de chez nous. Il y a quelque chose de secret, de nostalgique, de scintillant. C'est l'allié des poètes et des sages retirés du monde. Il y a un côté mélancolique, il y a un côté secret, un côté aussi renoncement des choses.
Avec l'automne, voilà, il y a une mise en retrait, c'est l'ondoiement des herbes folles. Parce que là, on le voit pas très bien, en fait, ça se représente pas tout à fait comme ça. Si j'allais voir peut-être Diane Georges, est-ce qu'on verrait peut-être un petit peu mieux? En fait, on voit pas beaucoup mieux, enfin, c'est celui qui est en bas au milieu, parce que c'est la pleine lune. Mais en fait, moi je le vois bien dans le dessin, c'est des, voilà, des herbes qui sont en bas et qui remontent, qui prennent presque la moitié de l'image. Et donc cette idée voilà, d'ondoiement des herbes folles dans la lande, l'image de la lune, une certaine désolation, un certain abandon aussi. Et puis avec la pleine lune, il y a aussi cette idée de scintillement, de reflet, d'éclat. Donc il y a un rapport particulier qui se retrouve après dans le théâtre, voilà, et où il y a des dimensions de souvenirs, et puis certaines abolition des frontières aussi quelque part. C'est un instant qui est particulier. Il y a quelque chose qui est particulier avec la pleine lune. Elle se fête et elle se célèbre souvent en soirée sur une barque au bord des rivières. Voilà. Et puis la symbolique des oies sauvages, c'est aussi la migration, voilà, le fait de se dire bon ça y est, on va passer à autre chose. C'est intéressant. Et l'ondoiement des herbes folles aussi, c'est cette idée d'invitation, de revoir. Il y a une dimension d'appel, qui rejoint un petit peu la symbolique ici des oies sauvages. Alors évidemment, j'aurais pu lire des haïkus aussi qui étaient sympas. Comment de Ouais, pleine lune d'automne, les lespédès et les miscantes. Pleine lune d'automne sur les lespédès et les miscantes. Contemplez la pluie. Voilà. À la porte du jardin, 3 épis de miscantes. Un couple d'oies sauvages. Des descriptions qui sont toujours très simples et qui sont... tu peux te laisser porter par l'ambiance. Donc il y a plein d'haïkus dans son livre à Véronique et qui sont sympas, savoureux. Et si je passe du coup au mois de septembre avec les chrysanthèmes, avec les chrysanthèmes, l'image, là ici on a la coupe de saké, avec un petit idéogramme aussi qui... Je ne sais plus ce que ça veut dire, je vais revenir dessus éventuellement. Au tout début, pour l'anecdote justement, en fait dans cette coupe de saké, moi ce que j'y voyais une migale. J'y voyais pas un idéogramme. Et de temps en temps, je joue le jeu d'y voir une migale, en fait, voilà. Parce que pour moi, c'était... la coupe de saké, c'est une carte tannée, justement, une carte qui est en lien avec la nature. Bon, je t'ai présenté le sanglier, le coucou, le rossignol, mais il y avait aussi le lieu, le pont, avec les iris. Et donc j'avais associé ça, puisque c'était dans la même famille des cartes. Mais en fait, c'est un idéogramme qui a un sens, qui dit quelque chose. Donc Véronique en a parlé. Voilà. Et ici, on est sur un côté solaire, justement. Il y a une idée de lumière, d'éclat. C'est le symbole de l'empire japonais, la chrysanthème. Le 9e jour de la 9e lune, donc ici le 9e mois, c'est la fête des bouquets. Il y a des concours de poèmes sur des bandes de papier. Donc c'est pour ça qu'il y a ce Tanzaku bleu qui apparaît ici en particulier. Donc la carte maîtresse, la coupe de saké, voilà, qui est aussi un petit peu pour se souvenir de cette fête des banquets. Voilà, il y a un côté un petit peu nostalgique aussi quelque part. On prend la coupe de saké au fil de l'eau, le temps d'un poème, voilà. Donc il y a comme qualité du chrysanthème ici, dans l'ambiance, la symbolique, c'est l'élégance. Il y a un certain panache, une certaine vaillance aussi, et c'est l'emblème impérial, donc ça ressort, c'est important. Et bien, il y a la particularité des chrysanthèmes blancs, en fait, qui, eux, ont cette particularité qui est plus automnale, plus discrète, qui se rapproche plus au symbole des poètes, du givre et du parfum de l'hiver, en fait, et qui met déjà une certaine
voilà, symbolique de la longévité, de ce qu'ils recherchent, voilà, je dirais les anciens, les sages, et plus d'être dans la clarté euh, des étoiles, voilà. Elle dit que c'est une fleur à mi-chemin entre l'or et le givre. Donc j'aime bien ça aussi, de mettre toujours un peu de poésie dans tout ça. Alors on passe après à octobre avec érable, où là, l'érable aussi, c'est, comme je disais, il y a un rapport particulier. On parle de cerisier de l'automne. Voilà. Et c'est l'idée de la mutabilité des couleurs, en fait, justement. Et ce qui est bien, c'est que ça fait. Il y a aussi ce jeu de rapport avec le, le vert sombre, inaltérable des pins. Euh, voilà, donc ce rapport au pin qui peut ressortir, puis le rapport au cerisier, puisqu'on est encore dans cette dynamique rituelle, populaire, d'observer justement ce changement de couleur qui va se faire du nord au sud du Japon, euh, qui, euh, qui reflète justement ce qui était du mois de mars avec le cerisier, avec la floraison du sud au nord. Je me répète. Et ici, ben, ce qui est très important, c'est de repérer ce cerf, en fait, qui lui aussi, un petit peu comme pour le sanglier, c'est pas tant le cerf en lui-même dans sa symbolique. Ici, c'est la scène, encore une fois, qui est sympa. Dans la scène, c'est un cerf qui se retourne, surpris en fait, comme si on le surprenait voilà, alors qu'il est tranquille à faire ce qu'il a à faire, et puis voilà, hop, il nous voit. Enfin, il y a de l'étonnement, il y a de la surprise. Et là aussi, du coup, la symbolique de la scène, presque, elle est peut-être quasiment plus forte que le sens symbolique qu'on peut lui prêter. Et qu'on va lui prêter, ma foi, peut-être de façon différente selon les cultures, selon les époques, un petit peu comme le sanglier, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et alors que ici, une scène simplement d'un animal qui est surpris, euh, je pense que quelles que soient les cultures, on peut le comprendre de la même manière. Et donc ici, voilà, il y a le fait de parler de l'érable avec ses 5 lobes, qui est un petit peu différent justement de l'érable canadien, qui lui a 3 lobes. Il, là, Véronique parle en fait de l'érable comme étant une patte de grenouille. Voilà, l'érable japonais. C'est la symbolique qui est donnée. Et donc il y a aussi un rapport un petit peu particulier. C'est un rapport à la chasse, mais c'est la chasse aux érables en fait, pour admirer les feuillages. C'est pas chasser le cerf en particulier en fait. C'est pas vrai. Et donc cette idée de voilà d'aller dans la nature, dans la montagne profonde, d'être dans cette beauté ensorcelante de l'érable. C'est vrai que il y a une couleur très forte, et cerf et érable, c'est vraiment l'allégorie, l'idéogramme de l'automne. Vraiment, et cette idée de période de la chasse qui est devenue en fait un plaisir populaire, un but de promenade, tout simplement. Et une forme de célébration collective, ce côté rituel, saisonnier, de suivre ce changement de couleur, voilà, cette couleur rouge qui se propage de haut en bas, en fait. Et il y a une symbolique par rapport à la grâce bouddhique, voilà, qui descend de haut en bas. Et il y a eu d'ailleurs une histoire concernant le poète Ryokan qui atteint le Satori, l'éveil bouddhique, en contemplant la feuille d'érable tombant. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et si je lis ça, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit passage. En fait, c'était cette histoire, la feuille d'érable. On en voit l'envers, l'endroit, tandis qu'elle tombe. C'est... Oui. Et en tout cas, cette histoire du poète Ryokan qui atteint l'éveil bouddhique en regardant une feuille d'érable tomber, c'est pas mal aussi. Alors ensuite, le mois de novembre,
Le mois de novembre, on est vraiment sur un mois où les cartes sont riches, hein. On a un personnage, d'ailleurs c'est le seul personnage du jeu, hein. Tu vas me dire, c'est pas facile, on n'est pas forcément aidé avec toutes ces fleurs qu'on connaît pas, ces cartes simples là, où chez l'érable, heureusement il y a un cerf, heureusement il y a une sorte de rideau là, de ruban, on sait pas trop, mais les deux autres, c'est des fleurs d'érable, c'est tout. Là, on est sur quand même le mois le plus riche. On a ce personnage, on a l'hirondelle, on a le ruban, le rouge, et on a la foudre. Donc il y a pas mal de choses à dire qu'on peut extrapoler. Et donc ici, en fait, le saule en lui-même, c'est presque l'histoire de la calligraphie en lui-même. En fait, il y a une fable qui fait ressortir l'idée de la souplesse du trait du calligraphe qui s'apparente à la flexibilité du rameau du saule. Voilà. Et donc il y a cette faculté de ployer sans rompre, l'idée d'habileté. Il y a un rapport aussi je dirais, d'une certaine compétence en art martial. Voilà, ce rapport-là aussi, de pouvoir s'insérer dans un flux sans se forcer. Voilà. Et donc il y a ce rapport-là. Il y a des choses qui sont évoquées autour de ce conte, voilà, qui est important, que je signale ici. La première carte, la carte de la pluie, hein, mais on peut parler aussi du poète. C'est cette fameuse scène dont je parlais un petit peu tout à l'heure, où tu as c'est un poète voilà, historique qui a connu, qui est un poète ou calligraphe historique qui a vécu, et il y a cette scène dans un conte du Xe siècle qui évoque le fait qu'il venait de perdre un concours en fait de poèmes, et il n'avait pas réussi. Il s'était présenté 6 fois et à chaque fois il avait perdu. Enfin, il n'avait pas gagné. Et puis il passe devant une grenouille qui saute une fois, 2 fois, 3 fois pour attraper un insecte qui est sur une des branches du saule. Et la 7e fois, il finit par attraper l'insecte. Alors déjà, ça lui apprend la persévérance. Il se dit, waouh, elle est persévérante, et finalement, la persévérance fait gagner. Et du coup, il s'est présenté une 7e fois au concours de poèmes, et il a gagné. Donc il y a cette symbolique qui est assez forte ici. Après, moi, cette carte-là, je la prends, je développerai ultérieurement, je la prends comme étant la représentation du consultant aussi. Voilà, c'est forcément quelque part. Et autrement, de voir que l'hirondelle, elle est présente aussi ici pour parler de la vivacité de son vol, et d'évoquer le phrasé de ses ailes. Donc là, il y a ce rapport aussi au poème, au lettré qui est particulier, et de voir le saule en fait qui est dans un mouvement qui toute l'année va s'adapter au rythme de la pluie, de la neige. Et quelque part, il est semblable au monde, il est instable, il est flottant. Et il y a un rapport particulier avec un type de théâtre, le kabuki. Alors, j'avais parlé du théâtre No, mais il y a aussi le théâtre kabuki, voilà, c'est un autre courant de théâtre. Et de parler justement dans tout ce côté un petit peu fluctuant, il y a ce rapport au féminin, à la grâce féminine, à la sensualité, et même c'est l'emblème de certains quartiers de plaisir. Et de ce rapport justement au théâtre kabuki qui lui fluctuant dans toute cette ambiance-là, est à l'opposé justement du théâtre no qui lui est codifié, il est unique, avec cette symbolique du pain justement, éternel, symétrique, voilà. Et pour terminer, on va quand même avancer avec le mois de décembre, la Polonia. Alors la Polonia, déjà, ça surprend ce nom. En fait, ça vient du nom d'une fille du tsar Paul Ier. Bon, déjà, on comprend mieux. Il y a un côté un peu slave, on se dit tiens, c'est bizarre, ça c'est pas très japonais tout ça. Mais en fait, le nom vient de ça.
Et bizarrement, c'est un arbre du printemps qui vient clore l'année. Mais il y a des particularités, voilà. En fait, c'est parce que c'est dans la symbolique, le Paulownia revient en fait en première page du premier roman des lettres japonaises. Donc c'est un petit peu pour ça aussi qu'il est là pour arriver dans je dirais, cette transition de fin d'année, de début d'année. Il y a un côté de solennité, de délicatesse. Voilà, il y a quelque chose d'hivernal aussi, mais de suave, de serein, de noble. Il y a comme un retrait, un silence. C'est en fait une fleur que l'on voit souvent dans les jardins clos au milieu d'un palais, au centre d'un palais. Et la carte qui est importante ici, qui est une carte maîtresse, une carte lumière, c'est le phénix. Et donc, moi je l'aime beaucoup ce phénix, parce que justement, c'est cette transition, c'est pas la fin de quelque chose, c'est aussi le début d'un autre. C'est une façon de comprendre différemment la mort. Et ce phénix, il est là à nous accompagner. C'est pas la mort de l'année, c'est pas, voilà, c'est fini. Après le mois de décembre, bien, bah, c'est fini, il n'y a plus rien. Ben si, il y a quelque chose après. Avec l'image du phénix, ben voilà. Bon, bah, nous, on sait qu'il y aura le mois de janvier. Bon. Mais la symbolique du phénix ici, c'est important. Et d'ailleurs, est associé en fait le phénix au Paulownia, à la Paulownia, parce que c'est une plante qui résiste au feu. En fait, il y a cette croyance un petit peu singulière qui est là, et c'est une plante qui croît très vite. Donc il y a comme ce déploiement flamboyant de l'oiseau qu'on peut voir. Alors après, ça ressort, la Paulownia ressort aussi dans les meubles, dans les socs, donc pour j'allais dire les tongs, si tu veux, dans les sitars, on voit ça un petit peu partout, et c'est l'emblème du cabinet du Premier ministre. Voilà, pour le petit détail, le côté un petit peu élévation, parce qu'il y a un rapport aussi à la métrique des haïkus, hein, les fameux poèmes en 3 lignes, 5, 7, 5, il y a un rapport par rapport à ça qui est symbolique. Et là où ce que j'aime bien, c'est que Véronique contrebalance cette idée que c'est l'emblème du Premier ministre, donc tout de suite on se dit c'est un petit peu élitiste. Ben, c'est l'emblème du Premier ministre, bon d'accord, ok. Mais c'est aussi la représentation des pièces de 500 yens. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut avoir cette représentation dans sa poche. Donc j'aime bien cette petite pirouette aussi qui est sympa. Donc, voilà pour cette longue présentation du livre que je voulais te faire de Véronique Brindot. Pour moi, c'est un livre plus de poésie, de culture, où tu peux enrichir, je dirais, ta méditation, et puis de t'ouvrir à, justement, dans l'utilisation des cartes que tu peux faire de l'Hanafuda, au-delà du jeu, évidemment, moi, c'est de te présenter l'Hanafuda comme je t'ai présenté Unanimo, comme je t'ai présenté le jeu de 1000 bornes, la façon dont moi je détourne des jeux qui n'ont pas forcément de symbolique divinatoire, psychologique, etc., mais qui ont quelque chose de porteur, quelque chose où tu peux lancer ton élan intuitif. Et je trouve que Hanafuda, en fait, le permet très bien. Et puis dans une ambiance qui te fait sortir aussi un petit peu de ton confort, parce que ça n'est pas notre culture forcément, le Japon. Et du coup, quelque part, ça nous met un petit peu au taquet, ça nous met voilà, sur le qui-vive, et d'être vraiment attentif à cette ambiance zen, naturelle, d'essayer de se reconnecter à une part de nous, en fait, de nous universelle, naturelle, que j'aime beaucoup. Et que j'ai pu en fait creuser, voir par moi-même aussi dans la pratique de tarot, de comprendre mieux, en fait, je dirais, l'ambiance dans laquelle on peut se poser, cette idée d'instant présent, et aussi de m'ouvrir un petit peu au taoïsme. Voilà, tout ce courant-là aussi, que j'aurais bien envie de t'en parler, qui peut accompagner justement une pratique de cartes
de façon un petit peu détachée, un petit peu plus sereine et peut-être aussi plus efficace, à toujours essayer de se mettre à être dans ce que l'on fait, avant de cogiter et de faire des plans sur la comète, etc., ce qui est parfois un petit peu l'écueil de la divination. Donc voilà pour ce petit bouquin que je voulais te présenter, et je te ferai une présentation de tirage avec présentation des cartes de Hanafuda, Farson, Robin Red Game, et puis ceux de Diane George, dont je t'ai mis quelques images qu'il y avait sur internet. Et je te dis à bientôt pour d'autres présentations de livres.